quelques anciens patrons, entre guillemets, repentis de la Silicon Valley disent souvent notre économie, c'est une économie de casino. Et on connaît bien la dépendance au jeu. On sait bien qu'il y a des gens qui sont interdits de casino parce que justement, ils ont développé une telle addiction au jeu qu'ils ne sont plus capables d'être indépendants d'une machine à sous. Donc il y a une forme de dépendance qui existe. Et cette dépendance, elle est tout sauf accidentelle en réalité. C'est-à-dire qu'elle est produite pour des raisons largement économiques. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Nous ne choisissons plus l'information, elle nous assiège. Chaque jour, chaque seconde, un flot incessant de notifications, de vidéos en autoplay, de fils d'actualité sans fin capte notre attention, la fragmente et l'exploite. Autrefois, s'informer relevait d'un acte volontaire. Aujourd'hui, nous sommes pris dans un cycle où l'instantanéité remplace la réflexion, où la surabondance d'informations finit par nous désorienter plutôt que nous éclairer. Nous sommes entrés dans l'ère de la dépendance aux algorithmes. Conçus pour maximiser notre engagement, ils transforment nos moindres sollicitations en réflexes conditionnés. Chaque clic déclenche une récompense, chaque scroll prolonge l'illusion du choix, chaque notification nous arrache un fragment de liberté. Nous sommes enfermés dans une immédiateté perpétuelle qui façonne nos désirs, nos décisions et au fond, nos existences. Notre invité nous avertit de cette nouvelle réalité où l'économie de l'attention ne se contente plus de capter notre regard. Elle façonne notre rapport au temps et à nous-mêmes. Bruno Patino, journaliste et auteur, président du directoire d'Arte France depuis 2020, vice-président d'Arte GEIE depuis 2025, le groupe européen d'intérêt économique, et spécialiste des médias, explore l'économie de l'attention et l'addiction numérique dans la civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal. Une civilisation se transforme sans que nous en prenions pleinement conscience, mais l'attention n'est pas qu'une ressource, c'est une liberté. Et la question est de savoir si nous sommes encore capables de la défendre. Alors merci Bruno Patino d'être avec nous ce matin afin d'évoquer tous ces mécanismes de dépendance. C'est pas le sujet de vos livres forcément, mais il y a de la dépendance là-dedans. Bonjour. Oui, il y a de la dépendance qui se manifeste par une chose extrêmement simple, c'est ce qui nous est facile. Enfin, l'origine de ce livre, La civilisation du poisson rouge, je l'ai écrit en 2018 en fait. C'était de se rendre compte de quelque chose dont on se rend tous compte aujourd'hui, c'était qu'il nous était difficile de poser notre téléphone portable, de ne pas le regarder alors qu'on fait autre chose, de ne pas le regarder en travaillant, de ne pas le regarder en étant avec des gens qu'on aime ou en faisant d'autres activités. Et donc j'ai essayé de comprendre, et à l'époque on n'était pas si nombreux, quels étaient les mécanismes qui faisaient qu'à un moment donné, d'une certaine façon, vous savez la phrase qu'on dit « j'arrête quand je veux », c'était pas si facile à faire avec le téléphone portable. Et en tirant le fil, on s'aperçoit effectivement que il y a une dépendance réelle qui existe. On peut utiliser le terme un peu ancien d'assuétude. Donc il y a une forme de dépendance qui existe, et que cette dépendance, elle est tout sauf accidentelle en réalité. C'est-à-dire qu'elle est produite pour des raisons largement économiques. Donc voilà l'idée, le point de départ plus exactement de ces livres-là. Et depuis, je n'ai cessé de tirer le fil des modifications, non pas que la technologie, mais que le couple entre la technologie et on va dire son modèle économique et la façon dont à un moment donné elle nous permet d'être en relation avec tout le monde et avec le monde entier, en quoi ça a des conséquences sur nos vies, et en tout cas sur nos comportements. Et nos comportements ne sont pas toujours entièrement libres, quoi. Voilà. Vous parlez de modification, donc déjà, une des premières conséquences dont vous parlez, qui est énorme, c'est celle de notre capacité de concentration et d'attention. En fait, ce qu'il faut bien... Je vais commencer par une anecdote, juste pour qu'on se rende compte. Moi, j'ai fait du numérique depuis maintenant plus de 25 ans. Et au tout début, je travaillais avec des collègues qui sont devenus des amis on va dire dans l'édification du site internet du Monde et du journal Le Monde. Et je me souviens très bien de la première personne qui est venue nous voir pour nous dire
j'ai trouvé un mécanisme pour faire des alertes. À l'époque, ça s'appelait sur les textos, parce qu'il n'y avait pas encore de cell phone, de téléphone comme on les connaît aujourd'hui, quoi, de smartphone, donc d'Internet disponible tout le temps sur le téléphone. Et je me souviens très bien que ce prestataire nous disait « J'ai fait des études auprès des clients possibles et ils nous disent vraiment pas plus d'une alerte par semaine. » Bien sûr. Parce qu'au bout d'une alerte par semaine, les gens vont trouver qu'ils sont dérangés, que vous les dérangez. Aujourd'hui, on est à 72, 80, 90, 100. Moi, j'ai compté, je suis à plus de 120 alertes par jour. Et on s'est habitué à ça. Et si vous voulez, on s'est habitué à ça un petit peu, vous savez, comme la fable de la grenouille qui arrive à ébullition et qui Oui, ne se rend pas compte. que l'eau... Elle ne se rend pas compte parce que la température monte petit à petit. En fait, on ne s'est pas rendu compte à quel point notre attention est sursollicitée de façon hachée et de façon permanente. Et quand on s'en rend compte, en fait, on s'aperçoit d'une chose extrêmement simple, c'est que c'est à la fois de plus en plus difficile d'attirer notre attention, et de la même façon, évidemment, pour nous, c'est de plus en plus difficile de la garder. Et donc, il y a une espèce de duo ou de danse qui se produit entre nous-mêmes qui avons de plus en plus l'habitude de voir notre attention hachée, et donc regardez comme dans les films, les plans se sont raccourcis. Si vous regardez un film d'il y a 30 ans, vous dites mais c'est lent. C'est pas lent, c'est juste que le plan prend du temps. Et aujourd'hui, dans certains nombres de films, vous avez des plans qui sont pratiquement stroboscopiques. Vous avez pratiquement plus le temps de savoir ce qui se passe sur le plan. Et tout s'est raccourci comme ça parce que c'est comme s'il était de plus en plus difficile pour nous de nous concentrer. Et donc, si c'est pas raccourci, on le raccourcit en accélérant souvent. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on participe à cet enjeu-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'habitue, pour, entre guillemets, ne pas nous ennuyer, à être sursollicités en permanence. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a trop de charge mentale, trop de choses, justement, ces sollicitations permanentes nous demandent sans cesse de devoir répondre à ces sollicitations? Alors, on a peur de ne pas avoir le temps aussi? En fait, je crois que c'est la façon dont on s'est accoutumé, puisqu'on parle de dépendance, à cet univers-là. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, si vous voulez, pour toute une génération, l'univers numérique a poussé une génération à apprendre la vitesse. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on va tous devoir réapprendre la lenteur. C'est-à-dire qu'on a tellement tous appris la vitesse qu'on a oublié la lenteur. Mais en fait, si vous regardez le mécanisme, si vous tirez le fil, c'est assez simple à expliquer. Et après, il faut voir les instruments. Les grandes plateformes, et sans doute ça va s'accentuer et se modifier avec l'intelligence artificielle, mais les grandes plateformes ont décidé, environ vers 2005, 2006, 2007, de gagner leur vie avant tout par la publicité. On aurait pu imaginer, après tout, qu'un moteur de recherche soit payant, que vous payez 2 € par mois ou 3 € par mois pour avoir accès à Google, ou que vous payez un réseau social comme Facebook, que vous décidiez de payer. Non, mais pour des tas de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, des raisons de ce que les économistes appellent l'utilité du réseau, les grandes plateformes ont décidé de se rémunérer par la publicité. Et la publicité, c'est un truc extrêmement simple. Pour que vous gagniez beaucoup d'argent en faisant de la publicité, il faut qu'il y ait, beaucoup de monde qui vous regarde, et deux, que ce monde vous regarde longtemps. C'est aussi bête que ça, ce qu'un ancien patron de TF1 a appelé le temps de cerveau disponible. C'était une expression peut-être malheureuse, mais elle était en revanche tout à fait juste par rapport à ce que c'est. Tout à fait pertinente. Et donc c'est simple, ces grandes plateformes ont utilisé les modèles des médias publicitaires en réalité. C'est je vais me rémunérer par la publicité, donc il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui me regarde, et il faut que ces gens-là me regardent souvent. Sauf que ce qui a énormément changé avec l'univers numérique, c'est que ces grandes plateformes, avec le téléphone portable, ont accès à nous tout le temps, potentiellement. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui n'éteignent pas leur téléphone portable la nuit. Dans l'univers du bureau, du travail, on le regarde. Dans l'univers familial, de couple, on le regarde. Amical, donc déjà, le marché, c'était potentiellement presque toutes les heures en réalité. C'est-à-dire que même des heures qui sont déjà, entre guillemets, occupées. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait rajouter une couche de marché économique de l'attention numérique, alors même qu'on est en train de faire quelque chose d'autre. Et donc déjà, la question qui s'est posée, c'est comment j'attire l'attention quand les gens font autre chose ? Quand vous êtes avec un ami en train de parler du devenir du monde, comment je fais en sorte je capte l'attention pour vendre un peu de publicité. Bon,
donc les mécanismes de sollicitation commençaient à arriver, les messages, les alertes, etc. Et puis, l'autre grande différence de l'univers numérique avec, on va dire, la télévision ou la radio, c'était que, comme on est basé sur une économie des données, on a les données comportementales et les données identitaires des gens, et donc on peut être en mesure de leur faire des sollicitations beaucoup plus précises qu'une radio ou une télévision. Je connais tes goûts, je connais ton comportement, et donc je vais te solliciter ou je vais t'alerter sur des choses qui te concernent directement ou dont je sais, sur lesquelles je sais que tu vas réagir. Troisième différence par rapport à la radio et la télévision, c'est qu'en plus de ça, on peut même nous-mêmes être complices, entre guillemets, de ces plateformes en sollicitant à nouveau l'attention de nos amis, je mets des guillemets sur les amis, c'est-à-dire de nos amis numériques. Et en particulier partageant les posts ou en disant « Ouh, moi j'ai vu ça, regarde, je l'ai liké, je le share. » Et donc quand vous mettez tout ça en place, vous apercevez que vous avez un mécanisme potentiellement extrêmement puissant qui peut solliciter les gens alors qu'ils font autre chose à tous les moments de la journée et qui peuvent en plus utiliser, les consommateurs même comme relais même de cette attention. Et donc, petit à petit, on a vu arriver chez les grandes plateformes, on les a vus utiliser des connaissances en neurosciences pour justement être très efficaces dans la sollicitation de l'attention. C'est dans les laboratoires de Stanford et de captologie, par exemple? Alors, par exemple, effectivement, il y a un monsieur qui s'appelle B.J. Fogg qui a, entre guillemets, inventé ce qu'il appelle la captologie, qui est à la fois un ingénieur spécialiste en neurosciences, mais c'est à Stanford, on n'est pas du tout dans un truc complotiste, là. On est au cœur de l'université de la Silicon Valley. C'est ça que vous soulignez bien, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose justement de secret, de complotiste ou d'illégal. Tout ça se passe dans une extrême légalité. Oui, parce qu'en plus de ça, parce qu'on est complice aussi. Là, on se parle, on est complice. D'une certaine façon, on adore ça. Oui, mais comme l'addiction, c'est pour ça que je vois vraiment le sens de ce truc-là. Mais c'est un mécanisme d'addiction, en réalité. Voilà. Prenons un exemple qui a souvent été évoqué, et notamment en relation avec ce laboratoire de captologie. Quelques anciens patrons, entre guillemets, repentis de la Silicon Valley disent souvent notre économie, c'est une économie de casino. Bon. Et on connaît bien la dépendance au jeu. On sait bien qu'il y a des gens qui sont interdits de casino parce que justement, ils ont développé une telle addiction au jeu qu'ils ne sont plus capables d'être indépendants d'une machine à sous. Eh bien, si vous voulez, beaucoup de services numériques fonctionnent exactement comme une machine à sous. Alors, c'est la fameuse expérience de Burrus Frederick Skinner, donc une expérience de la souris qui date de 1931. Pour la rappeler en quelques secondes, on met une souris dans une boîte transparente. Dans cette boîte transparente, il y a un distributeur de nourriture. Première hypothèse, quand la souris appuie sur le distributeur de la nourriture tombe. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que la souris maîtrise le mécanisme et donc elle appuie sur le bouton quand elle a faim. Et donc, d'une certaine façon, la souris est libre. Elle est libérée de sa faim et elle est libre par rapport à la machine. Deuxième hypothèse, on se dit, tiens, la machine va fonctionner comme une machine à sous au casino. C'est-à-dire que la plupart du temps, rien ne va tomber. Parfois, énormément de nourriture va tomber et parfois, un tout petit peu de nourriture va tomber. Donc, exactement comme une machine à sous, le hasard, ce qu'on appelle la récompense aléatoire, se met en place. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe au bout d'un certain temps ? On observe que la souris appuie de façon, addictive sur l'outil, sur le distributeur, quand bien même il y a de la nourriture déjà plein la boîte. C'est-à-dire alors qu'elle n'a plus faim, alors qu'il y a de la nourriture sur le sol partout, elle continue à appuyer machinalement sur ce distributeur parce que la récompense aléatoire l'a rendue dépendante. La récompense aléatoire produit de la dopamine. Exactement. Beaucoup plus qu'une récompense pas aléatoire, justement. Exactement, parce que vous avez un surcroît de dopamine quand vous avez une petite récompense. Et donc, votre cerveau, c'est comme le sucre, votre cerveau est tout à fait satisfait, c'est génial. Je devais avoir rien et là, j'ai énormément de choses. Et donc, on est petit à petit dépendant de ce mécanisme-là. Et quand vous regardez le design, comme on dit en anglais, de beaucoup de plateformes numériques, elles sont dessinées avec ce mécanisme de récompense aléatoire. Alors, je cite plein d'autres mécanismes, on ne va pas tous les mettre ici dans la civilisation du poisson rouge, qui sont le mécanisme de complétude. La complétude, c'est quand on veut absolument aller au bout, même si ce n'est pas satisfaisant. Oui, et c'est ça l'autoplay, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est une espèce animale, et notre cerveau a été programmé pour faire en sorte que quand on commence une tâche, on la finit.
quand bien même elle n'est pas totalement satisfaisante. Et quand vous regardez bien dans notre vie quotidienne, heureusement qu'on a ça. Ça s'applique très bien dans les séries. Et dans une mauvaise série totalement. Qu'on commence, et donc, il faut absolument aller au bout. Et évidemment, l'autoplay, le fait qu'en permanence, alors que vous pensez avoir terminé quelque chose, la plateforme vous dit non, t'as pas terminé, regarde, tu peux regarder ça en plus. Eh bien, vous avez d'une certaine façon votre cerveau, pas d'une certaine façon, d'ailleurs, votre cerveau vous pousse à dire ah bah oui, il faut que j'aille au bout. Et donc, tous ces mécanismes qui se mettent en place, on voit bien, c'est, comme vous l'avez très bien dit, d'abord, 1, c'est pas illégal. 2, c'est pas secret, on peut tous le constater. Mais 3, d'une certaine façon, pour reprendre une publicité qui se faisait autrefois pour des jeux vidéo, c'est plus fort que toi. C'est-à-dire, c'est plus fort que nous. C'était quoi, Sega, ça? Ouais, c'était ça. Et donc, voilà, c'est plus fort que toi. Et donc là, évidemment, c'est plus fort que nous. Donc, quelquefois, quelque part, ça nous pousse. J'ai juste une anecdote vite fait quand même. J'ai quand même reçu une Sega chez moi gratuitement parce que Miel Pops, tous les matins, j'avais 10 ans, devant moi une publicité, vous savez, la boîte de Miel Pops, qui me disait, si tu trouves un nom pour associer la Sega et les Miel Pops, tu reçois. Donc moi, j'avais envoyé Sega Pops, tu vois, très, très, très recherché. Je l'avais reçu chez moi, donc j'avais presque rien demandé. Je jouais 24/24 à la Sega. C'est fou. C'était vraiment plus fort que moi. Eh ben, toute cette économie-là, ils me l'ont envoyé. Ben voilà, c'est plus fort que vous. Et toute cette économie-là, donc, qui fait qu'en sorte, on passait 20 minutes, 10 minutes, 25 minutes sur les plateformes. Aujourd'hui, rendez-vous compte que 40% du temps éveillé, nous le passons en ligne et pas pour travailler. Je mets à part, évidemment, tout ce qui est travail, études, etc. En fait, c'est le smartphone qui a tout changé. C'est voilà. Le 24/24. Oui, c'est le 24/24. C'est parce que c'est dans votre poche, c'est sur votre table de nuit, c'est à tout moment. Et donc, c'est un immense marché économique. Parce que dans le même temps, il faut bien voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité numérique, elle est supérieure à la publicité sur la télévision, la presse écrite et autres. C'est-à-dire que c'est devenu le plus gros marché de l'attention que l'humanité ait jamais connu. Alors, ça donne des chiffres économiques qui sont phénoménaux, des puissances économiques sur ces plateformes. Mais ces plateformes, on me dit souvent, ce qui n'est pas faux, ce sont des plateformes qui ont construit leur puissance économique sur la donnée. Oui, mais sur une donnée qui leur a permis de nous extraire du temps. Donc jusqu'ici, ces plateformes ont utilisé les données, pas seulement pour nous rendre service, mais pour extraire la plus grande partie possible de notre temps d'attention. C'est pour ça que certains économistes appellent ça une économie extractive. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est gratuit, mais non, ça nous extrait quelque chose. Et ça nous extrait notre temps, et souvent de façon, j'allais dire, supérieure à ce qu'on souhaiterait. Et c'est en ça que la dépendance, d'une certaine façon, la suétude, est une condition absolument centrale dans une certaine économie numérique aujourd'hui. Sans assuétude, sans cette capacité de nous rendre d'une certaine façon un peu, que ça soit plus fort que nous, Meta, les réseaux ou autres, leur puissance économique, elle diminue très fortement. Et c'est bien pour ça que quand vous êtes en train de discuter avec ces plateformes de leur régulation, ils sont prêts, ou plutôt ils étaient prêts, parce qu'avec la nouvelle donne aux États-Unis, c'est en train de changer, elles sont prêtes à de moins en moins de choses. Mais à l'époque, elles étaient prêtes à regarder qui est sur les plateformes, comment ça se passe, etc. Mais jamais, jamais, jamais remettre en cause le cœur de leur modèle économique, qui repose effectivement sur cette dépendance au smartphone. La dépendance, elle est partout. C'est le smartphone, c'est le contenu, en fait, on en redemande. Il y a quelque chose... Face à la drogue ou à l'alcool, on a une question de vie ou de mort, on a des maladies, on a des choses qui nous permettent de réagir. J'ai l'impression qu'avec ce type-là de dépendance, comme la grenouille, on n'est pas encore porté à ébullition. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre la chose la plus grave. C'est-à-dire qu'à la limite, je trouve ça moins grave d'être addict à l'alcool parce qu'on va savoir comment réagir. Là, ce qu'on nous enlève, c'est le libre arbitre, mais surtout le désir. C'est-à-dire, à force de multiplier les choix, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on cherche, on nous donne ce qu'on ne cherche pas, on cherche plus ce qu'on a envie de trouver. Non, mais c'est vraiment ça. On est face à un non-choix. J'ai entendu dans une interview, vous disiez qu'il y avait un chiffre qui était sorti, qui était le chiffre 12. C'est le nombre de choix qu'on peut supporter, en fait, à partir du moment où notre vie ne devient pas un enfer. Alors oui, effectivement. Alors d'abord, juste, je ne suis pas sûr de vous suivre sur l'alcool. Je pense que c'est très, très grave, la dépendance à l'alcool. Mais
Mais si non, mais plus facile de s'en sortir, c'est ça que je veux dire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas... Parce qu'on identifie l'ennemi. En tout cas, je pense que d'abord, il y a une prise de conscience sur notre dépendance au smartphone qui existe, qui n'était pas vraie il y a 10 ans, qui commence à être vraie aujourd'hui. Si vous regardez le nombre à la fois de livres qui paraissent, les initiatives publiques, les initiatives associatives, dans le monde justement trop de choix dans encore. le monde éducatif. Oui, mais quand même, ça nous fait peur. Ça prouve que d'une certaine façon, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que, d'une certaine façon, une partie du temps, de notre temps, commence à nous être volée très fortement. Mais vous avez tout à fait raison sur le point de ce manque de liberté. Il est double, effectivement. Le premier, vous l'avez dit, c'est la maîtrise de notre temps, c'est-à-dire que c'est un principe d'accélération générale. Et là où il y a une certaine perversité dans le mécanisme, c'est qu'on nous dit, oui, mais l'Internet, ce qui est vrai d'ailleurs, nous permet de faire face à cette accélération, puisque en réalité, c'est des outils qui nous permettent de trouver notre chemin plus vite, de prendre une décision plus vite, de faire une recherche plus vite. Et donc, d'une certaine façon, dans le mécanisme d'accélération générale, cet outil nous permet de supporter l'accélération générale. Mais par ailleurs, cet outil aussi produit à son tour l'accélération, c'est-à-dire qu'elle nourrit cette accélération dont elle prétend nous libérer. Et donc, si vous voulez, dans ce mécanisme où elle est à la fois, si j'ose dire, le poison et le contrepoison. Elle nous rend dans cette idée d'accélération perpétuelle et justement d'être en permanence dans la réaction émotionnelle et instinctive à tout ce qui nous arrive. Donc ça, c'est la première chose, c'est j'ai plus la maîtrise de mon temps. 40% de mon temps est voyé, je suis en ligne. Parfois, j'ai des mécanismes de dépendance qui font que la nuit, je regarde mon téléphone portable. C'est ce qu'on appelle l'éveilleur sentinelle, Vous appelez plus ça l'insomnie, mais l'insomnie. Parce qu'on n'a plus vraiment de vrai sommeil. Et l'autre chose, évidemment, c'est... j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Submersion, qui traite de ce sujet. C'est qu'à un moment donné, tous ces mécanismes-là, comme ça repose sur des données, ça repose sur un principe de prévisibilité. C'est-à-dire de faire en sorte que nous soyons, que vous soyez, que moi je sois aussi prévisible pour les algorithmes. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ce sont des outils qui maîtrisent nos données comportementales, identitaires ou autres, pour nous proposer ce qui pourrait nous rendre le plus dépendant possible, il faut nous connaître et nous prévoir. Et donc, petit à petit, ça nous ramène dans cette idée qui est fausse, mais qui est le fondement même de l'économie numérique, c'est que nous sommes prévisibles. On peut nous prévoir, entre guillemets, pour mieux nous satisfaire. C'est comme si à un moment donné, vous rentriez dans un restaurant et on vous dit, vous savez quoi, je ne vous donne pas le menu parce que je sais ce que vous aimez. Et vous savez quoi, la plupart du temps, ce n'est pas faux. Ils vont vous servir quelque chose que vous aimez vraiment. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire, mais d'où il sort ? Aucun rapport. Oui. Aucun rapport, non, c'est vrai. Sauf que c'est quelque chose que vous aurez déjà mangé 40 fois, 45 fois. Donc, et que, comme vous l'avez très bien dit, vous n'allez pas pouvoir découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, y compris en étant déçu, ou en décidant que vous n'aimez pas, mais après l'avoir vécu. Donc, vous n'allez pas avoir d'expérience véritablement nouvelle, vous n'allez pas avoir de surprise, ou vous n'allez même pas avoir la déception vous auriez voulu manger ça, puis c'était pas à la carte, et donc vous avez dû faire quelque chose d'autre. Et donc, dans cette prévisibilité, l'univers numérique, c'est ça, c'est en permanence d'essayer, et avec les intelligences artificielles aujourd'hui, on va être de façon croissante là-dedans, d'essayer en permanence de dire, mais moi, en fait, moi, l'algorithme, moi, l'intelligence artificielle, je suis votre serviteur, je suis là pour vous satisfaire. Mais pour vous satisfaire, j'allais dire, d'une certaine façon, c'est-à-dire satisfaire la personne de vous que je connais, suivant les données que j'ai. Donc, vous satisfaire en vous ayant, comme on dirait, calculé au préalable. Et effectivement, ce calcul-là, il est à la fois très efficace et il est à la fois très réducteur sur la nature humaine qui est la nôtre. Et donc, le mécanisme, et encore une fois, j'espère qu'on parlera des solutions possibles, ou en tout cas des contrepoisons qui se construisent aujourd'hui, parce qu'il est le cas, mais sans frein, sans régulation, sans prise de conscience, l'économie numérique, et non pas le numérique en tant que tel, l'économie numérique, à un moment ou à un autre, évidemment, nous plonge à la fois dans la dépendance et dans une réduction de la définition de nous-mêmes, dans une version assez calculée et prévisible de nous-mêmes. Et une fatigue.
Et ça nous fatigue énormément parce qu'en réalité, vous voyez bien que ça obère notre liberté. C'est notre liberté profondément humaine. C'est-à-dire, la liberté, y compris de s'ennuyer, de décider de laisser un peu le temps, j'allais dire, agir sur nous, au lieu d'être dans ce stroboscope permanent. Et cette liberté, y compris de se tromper à un moment donné ou de faire des expériences qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui permettent de changer à un moment ou un autre. Moi, ma crainte, en réalité, si vous voulez, c'est dans ce couple accélération-prévisibilité, nous plonge dans un présent permanent où on n'évolue pas. Qu'est-ce qui vous fait évoluer ? Souvent, le temps passé à aérer, à vous ennuyer, à faire des rencontres que vous n'aviez pas prévu de faire, à faire des expériences que vous n'aviez pas prévu de faire. Et c'est ça qui nous fait tous évoluer. À partir du moment où on vous dit « je te calcule et je t'accélère », ça nous plonge dans une sorte de présent perpétuel. Et je pense que c'est ce présent perpétuel qui nous fatigue de façon incroyable. Oui, parce qu'on a recours à la fuite des centaines de fois par jour aussi. Donc la fuite, c'est aussi face à quelque chose qui est profond, un mal-être profond intérieur. On va y répondre par justement des sollicitations extérieures en pensant, donc c'est un peu la définition de l'addiction, penser que quelque chose en dehors va pouvoir répondre à ce qui nous manque à l'intérieur. Vous dites que par rapport à cet épuisement, parce que moi je me le sens pourtant, vous voyez, quand on a conscience du truc, c'est encore très difficile de gérer. J'imagine même pas ceux qui n'en ont pas vraiment conscience. Mais moi j'ai arrêté de m'informer, vous le dites très bien, il y en a qui ont décidé de couper net, par exemple. L'information pour moi c'est terminé. Et c'est un mal aussi, je me coupe de choses qui sont importantes. Je vais vous répondre en parlant d'un petit exemple, mais qui a quelque chose à voir. C'est quand même étonnant. Vous voyez, on est sur des réseaux sociaux, je ne sais pas combien j'ai de contacts sur tel ou tel réseau, et il en est de même pour chacun d'entre nous. Et pourtant, aujourd'hui, les sociologues parlent d'une économie de solitude. C'est-à-dire que la requête, je crois que c'était en 2023 ou 2024, je crois 2023, la plus grosse requête sur Google dans le monde entier, c'était comment faire pour rencontrer des gens. Alors qu'en théorie, l'outil, en permanence, vous dit tiens, tu devrais te connecter avec machin, tu devrais te connecter avec bidule, tu devrais te connecter avec une telle, ou tu as 2500 amis, tu as eu 12 000 personnes qui ont regardé ton truc. Donc en théorie, on devrait être comblé au niveau de nos relations interpersonnelles. Et pourtant, à peu près tout le monde aujourd'hui, enfin tous les sociologues qui étudient ça, vous montrent, et les requêtes le montrent aussi, qu'on se sent seul. Et alors, l'anglais permet de faire une différence entre alone et lonely. On n'est pas alone, mais on est très, très lonely, manifestement. Et donc, si vous voulez, il y a ce sentiment ce sentiment profond de solitude qui est là, alors même que les outils nous mettent tous en relation. Et il en est pareil pour à peu près tout. On n'a jamais été aussi informés. On reçoit des dizaines de milliers d'informations possibles. Vous dites bien, on est informé, on ne s'informe plus. Oui, on ne s'informe plus, on n'a pas besoin, ça vient à vous, naturellement. On se tient informé, en fait. C'est poussé. C'est poussé. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, pardon pour cet anglicisme, mais avant, c'était une démarche. Donc, il fallait tirer la porte pour aller vers l'information. Maintenant, non, vous n'avez pas besoin, c'est poussé vers vous, c'est du push en permanence. Donc, tous ces outils nous poussent des choses en permanence, de l'information, des blagues, de l'humour, etc. Donc, au bout d'un certain temps, si vous voulez, vous avez évidemment une capacité ou une possibilité de rejet aussi par rapport à ça, en disant « je ne veux plus le savoir ». Oui. Donc, très étonnamment, ces outils qui doivent nous mettre en relation avec tout le monde nous coupent de tout petit à petit, tout en nous plongeant, si vous voulez, dans cette forme d'absorption. En fait, l'écran, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'écran, on dit toujours l'écran, c'est une fenêtre sûre et en même temps, c'est une forme de protection. On a des écrans de protection. Et là, c'est comme si cet écran était en fait un outil d'absorption, c'est-à-dire ça vous absorbe le temps, ça vous absorbe votre énergie, ça vous absorbe une capacité envers l'autre. Alors encore une fois, moi je crois que c'est très important de comprendre, de l'expliquer, et ça commence même
quand vous avez la régulation européenne de ce qu'on appelle le Digital Service Act, le DSA. Il faut bien qu'on parle des solutions maintenant, qui commence à arriver, si vous voulez, mais on se rend compte quand même, c'est pas la technologie qui produit ça, encore une fois, c'est le modèle économique de la technologie, et c'est plus exactement un modèle économique sans frein. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut revenir à la bougie, etc. Je pense, ayant vécu l'émergence de l'Internet à ses tout débuts, au moment où justement cette économie de l'attention ne s'était pas mise en place. Wikipédia, au début, c'est pas du tout sur l'économie de l'attention. Au début, bibliothèque universelle. Vous êtes sur exactement. Vous avez cette idée sur à la fois de la connaissance disponible pour tous et d'une économie de partage. Une égalité aussi. Une horizontalité. On va dire ça comme ça. Qui n'est pas du tout. Mais après, vous avez un double mécanisme. Un premier mécanisme qui est celui d'une privatisation et d'une centralisation de l'Internet autour des grands acteurs de l'économie de l'attention. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, ces grands acteurs vont être rejoints ou complétés par leur volet intelligence artificielle, qui est une étape supplémentaire dans l'économie de la donnée, puisque là... avant même que vous rentriez dans le restaurant, on va frapper à votre porte et on vous dira « Tiens, je t'ai livré ça parce que je sais que t'as faim. » Et donc, on le voit dans des séries anticipatives, ce genre de choses. Hein. Et en fait, moi, pour paraphraser Michel Houellebecq, je dis toujours que c'est l'extension du domaine du calcul. C'est-à-dire qu'on a des parties croissantes de nos vies qui sont calculées, en fin de compte. Et encore une fois, pour des raisons économiques. C'est-à-dire que l'économie de la donnée fait qu'on a... Au début, tout notre temps a été calculé. Maintenant, c'est notre comportement qui l'est de plus en plus. Et donc, si vous voulez, pour en revenir là, il faut bien avoir cette conscience-là. Ça n'est pas ni la technologie, ni même le principe du réseau qui provoque ces aspects-là, mais la surcouche économique autour de l'économie de la donnée, de l'économie de l'attention et de l'économie d'agents qui est arrivée. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon, parce que c'est très difficile de remettre une technologie comme le génie dans sa bouteille. Oui, c'est ça. Une fois qu'elle est là, vous pouvez dire non, vous savez, on va faire une pause, on va revenir en arrière et on va revenir sur des anciennes technologies. Ça, franchement, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est jamais fait. De la même façon qu'il est très fortement difficile, me semble-t-il, de dire, et je ne le souhaite pas d'ailleurs, que... le fait d'avoir mis d'une certaine façon une partie croissante de l'humanité potentielle en réseau, il faille aujourd'hui recouper des réseaux. On voit bien que ça revient. Moi qui suis plutôt un universaliste, en tout cas personnellement, j'associe toujours l'idée du réseau quand même à une sorte d'idée du réseau universel. Vous avez dit la bibliothèque universelle à Alexandrie, on pourrait dire la conscience universelle chez Teilhard de Chardin, mais cette utopie-là, elle existe. En revanche, je trouve, c'est une bonne nouvelle parce qu'une économie, ça se régule en réalité. Si vous regardez le début de l'économie industrielle, fin du 19e siècle, il y avait des horaires de travail non limités, pas de sécurité au travail, les enfants travaillaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y avait pas de régulation sur ce qui sortait des usines, ça pouvait être... Bon. Et puis petit à petit... le politique au sens noble du terme a commencé à dire on va mettre des limites sur les temps, les conditions et la traçabilité des produits, et donc on voit bien des limites. Donc vous êtes optimiste quand même? Je ne suis pas optimiste, je suis volontariste. C'est-à-dire que je ne fais pas du tout partie des gens qui disent tout ça, ça va se réguler tout seul. Non, bien sûr. C'est-à-dire je ne crois pas du tout, c'est pour ça que j'aime bien parler de dépendance, parce que je ne pense pas qu'on sorte de sa dépendance. Je ne suis pas médecin, donc j'ai aucune compétence par rapport à ça, et je ne suis pas du tout addictologue. Mais je ne crois pas, en tout cas intuitivement, qu'on sorte de la dépendance tout seul. Je pense qu'il faut être encadré, aidé, accompagné. Et je pense que, en l'occurrence, les structures sociales, politiques, doivent accompagner cette sortie des dépendances. Je ne pense pas du tout... moi, quand j'entendais dire « Ouais, mais les jeunes, ils sont nés avec ça, ils vont y arriver tout seuls, etc. » C'est pas vrai. Impossible. C'est pas vrai. Je ne crois pas du tout. On le voit déjà. Il y a des centres addictologie pour des enfants. On va inviter une jeune fille qui a écrit le livre Époque. Laura, elle a été là-dedans, et des enfants de 5-6 ans qui passent 20 heures par jour sur un téléphone. Mais vous voyez bien, ce matin, j'ai pris un RER pour vous rejoindre, et je voyais quand même une gamine dans une poussette avec une tablette. Donc c'est pour ça, si vous voulez, il faut bien voir, je ne pense pas que ça s'autorégule tout seul, et deux, je ne pense pas non plus, si vous voulez, qu'il n'y ait rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, non, de toute façon, c'est là. On va tous devenir absorbés 90% du temps sur des écrans, etc. Non, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Moi, je m'aperçois, c'était d'ailleurs une des
belle surprise qui a été la mienne quand j'ai publié La civilisation du poisson rouge, c'est le nombre de lettres, de réceptions, d'endroits, les écoles, les universités. Je conseille vraiment, je l'ai adoré ce livre, vraiment. Les collèges où on m'a fait venir depuis 2018, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une prise de conscience de ça. Après la régulation, des fois, il y a eu des progrès. En Europe, le DSA est une possibilité. Mais regardez, par exemple, l'écran et l'école. Mettez-vous il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, c'était le plus d'écrans possible dans le plus d'écoles possible. Et puis, dès le plus jeune âge, franchement, on va arrêter de faire écrire, etc. Les manuels scolaires, tout ça, on va mettre des écrans partout. Aujourd'hui, plus personne dans l'éducation nationale vous dit ça, ou j'espère, mais en tout cas, pratiquement plus personne. C'est-à-dire qu'on se rend compte, que la graphie, savoir écrire, c'est important. 2, que la connexion permanente, non. Il y a beaucoup de profs dont je suis, en tout cas, qui disent non, on n'est pas connecté pendant le cours. Alors, c'est des choses qui pourraient. Je trouve qu'il y a des choses qui pourraient faciliter un peu. Moi aussi, l'école, ne serait-ce que de plus avoir autant de livres et d'avoir tout sur un seul. Mais non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Alors. Peut-être pas. Donc j'ai tort là-dessus. Peut-être pas. Non, mais j'aime bien avoir tort. parce que je pense que l'écran rétroéclairé, c'est pas la même chose qu'un livre. Vous voyez, un livre, comme il n'est pas rétroéclairé, vous projetez. Mais un écran rétroéclairé, même si c'est encore une absorption. Ça projette chez vous. Et donc, de façon rétinienne, il ne se passe pas la même chose sur votre œil. Et donc, si vous voulez, je crois qu'on en revient, cette idée qu'il fallait des écrans partout, à tous les âges, on en revient. Je suis contente que vous donc, je crois vraiment qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. Aujourd'hui, en plus de ça, on ne peut plus faire semblant, si vous voulez. C'est-à-dire que l'élection de Donald Trump, ce qui est frappant, c'est le couple avec la tech. C'est-à-dire que le deuxième mandat de Trump, il se passe avec tous les patrons de la tech au premier rang pour son inauguration. Et pourquoi les patrons de la tech, ils sont tous là ? Certains sont là pour des raisons idéologiques, comme Elon Musk ou Peter Thiel. Mais sinon, si vous prenez le patron de Google, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, même Tim Cook d'Apple était là. En réalité, je pense que les masques sont tombés. C'est-à-dire, vous avez des gens qui disent, nous, on va suivre les gens qui sont en faveur d'une absence absolue de régulation. Parce qu'en clair, nous ne voulons pas qu'une régulation permette à nos profits d'être limités. C'est aussi simple que ça. Tout en enlevant la tablette à leurs enfants. Et donc, nous ne voulons pas d'une régulation qui, même pour la santé publique, même pour la santé des individus, c'est fou. Et je vais aller même au-delà, même pour la santé démocratique des peuples, à un moment donné, limite nos profits. De la même façon que les cigarettiers ont tout fait pour nous faire croire que la cigarette, c'était totalement anodin pour nos poumons, que les vendeurs d'alcool nous ont dit que non, c'était très bien, ça renforçait les défenses immunitaires, c'était formidable, etc. Que les pétroliers nous disent que non, de toute façon... c'est la même chose. Donc on est dans ce moment politique-là, central, où on peut plus se dire oui, non, finalement, on va s'accommoder. Là, maintenant, au niveau politique, en tout cas pour l'Europe, le débat, il est extrêmement clair. La régulation se fera forcément contre une part des profits de ces sociétés-là. Mais je pense que c'est un débat politique ou c'est un enjeu politique qui vaut la peine, oui. Complètement. Écoutez, on n'a pas parlé de toute façon de tous les mots et de toutes les solutions que vous évoquez dans vos ouvrages. Mais en tout cas, moi, j'ai même écouté votre livre. C'est vous qui le lisiez. Oui, c'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce livre. J'aimerais quand même, juste par rapport au fait que vous soyez président d'Arte, et de voir comment une chaîne franco-allemande qui diffuse ce genre de contenu, qui prennent le temps, parce que moi je regarde énormément Arte, le programme 52, c'est ça, celui où en 52 minutes on va nous expliquer quelque chose. Les gens n'ont plus le temps. Moi, quand j'en vois quelque chose, on me dit mais t'as vu combien de temps ça dure, je vais pas le regarder. J'ai vu une série la semaine dernière sur Arte et j'ai l'impression que c'est la meilleure série que je n'ai jamais vue de ma vie, donc El Miracolo. Et en fait, je suis pas sûre de la conseiller à certaines personnes en me disant, ils vont me dire, ah, c'est chiant, je vais m'ennuyer, mais je sais pas, c'est grandiose. Alors, vous prenez le parti de diffuser encore tout ce genre de choses. Nous, on prend le parti de prendre du temps pour que ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent aient du temps. C'est-à-dire que résister c'est paradoxal, mais je pense qu'il faut des médias qui résistent à l'accélération. Voilà. Et nous, on essaye de le faire. Et ça fonctionne.
En tout cas, ça fonctionne très bien pour nous. Je pense que résister à l'accélération, ça veut dire d'une certaine façon résister à l'emballement. C'est-à-dire le monde est complexe, donc il faut prendre du temps pour l'expliquer. Je regrette, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Ukraine en 30 secondes, hein, ou alors c'est une caricature, c'est grotesque, hein, et ça n'a rien à voir. On ne peut pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou ailleurs en 30 secondes. Non, ces choses se sont construites sur des décennies, des siècles, parfois des millénaires. Il faut comprendre ça. Et donc, je pense que donner des clés aux gens, donner des clés pour comprendre la complexité, c'est les rendre libres. Et c'est leur permettre de s'émanciper. Et l'autre chose par rapport à l'imaginaire, hein, c'est-à-dire par rapport à des séries, du cinéma, en tout cas des récits imaginaires, hein, je pense que aujourd'hui, justement, de plus en plus, on nous donne des univers qui sont déjà tout faits, tout fabriqués, où on ne va pas faire travailler nos imaginaires. Ce qui est formidable dans le livre, et je sais bien qu'on fait des images, c'est que le livre vous fait travailler votre imaginaire. C'est forcé, c'est des mots. Donc pour qu'à un moment donné, vous soyez dans le récit qu'un livre vous donne, il faut que vous fassiez travailler votre imaginaire. Même s'il y a une description, vous allez devoir imaginer le personnage, même si, etc. Eh bien, je crois que nous aussi, il faut qu'on propose des séries qui fassent travailler votre imaginaire. Il Miraculo, c'est une série qui part d'un principe, qu'on n'expliquera jamais. Une statue de la Vierge pleure des larmes de sang, et ça va avoir des conséquences dans la vie d'un Premier ministre, la vie d'une chercheuse scientifique et la vie d'un prêtre, on va dire, pour le moins torturé. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est la nuance qu'elle apporte par rapport à d'autres séries manichéennes, où on a vraiment l'impression que le mal s'incorpore au bien et que le bien s'incorpore au mal, et que c'est de ça dont est fait l'être humain, et même ce dont vous parlez, qui est et c'est exactement la question, puisque évidemment, et on ne va pas l'expliquer comme ça, et comment un miracle, entre guillemets, peut changer la vie des trois pouvoirs possibles, le pouvoir politique, donc temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique, donc les trois, et en même temps la question, comme vous l'avez dit, qui croit, qui ne croit pas, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, est-ce qu'il faut croire pour être sauvé, est-ce qu'il ne faut pas croire pour être sauvé, etc. Et c'est cet entre-là de questionnement. Et moi, je pense que par ailleurs, dans les récits profondément européens, on vient tous des récits de la Grèce antique, en réalité. Et les récits de la Grèce antique, c'est les récits du questionnement personnel et du dilemme. Donc on essaye de pousser ce genre de récits, oui. En tout cas, c'est un sujet extrêmement philosophique, au-delà de ce qu'on peut imaginer, je trouve. Je vais appeler cet épisode « Algorithme anonyme », je pense, parce que j'ai écrit un poème que je lirai quand vous serez partis, parce que c'est long, et je pense que c'est un poème qui explique un petit peu que j'ai tout donner ma vie aux algorithmes, et qu'à la fin, je me rends aux algorithmes anonymes. J'en ai ras-le-bol. Et donc, merci beaucoup, Bruno Patino. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je conseille vraiment aux gens de lire vos ouvrages et d'écouter vos interviews, parce que je trouve qu'on apprend des choses qu'on ne sait pas, contrairement à tout ce qu'on voit. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on nous envoie un truc, on dit oui, bon, je le savais. Là, on ne sait pas. Voilà. Merci, Bruno. Merci. J'ai accepté de croquer tes cookies. Ajouter des rêves dans tes listes d'envie, j'ai scrollé, cliqué, validé la politique de ton monde quadrillé. Mais toi, tu n'oublies rien. Tu archives mon destin dans le désert d'Arizona. Tu lis dans mon karma comme un livre fermé, puisqu'on ne lit plus jamais. J'oublie que tu comptes mes pas et mes heures prises dans tes bras. Tu sais le contenu de mon frigidaire, ce qu'il y manque, mes coups de poker. Tu te joues de nous comme une machine à sous. Une info qui brille, puis plus rien du tout. Le frisson de l'attente, jackpot ou des clous. Tu m'as appris à ne plus attendre, à tout voir sans jamais comprendre. Alors je reste, je veux compléter, autoplay, enchaîner, accélérer, manger des images et tout oublier. Désir éteint avant d'exister. Je n'ai plus de nuit, je n'ai plus de veille, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus sommeil. Mais avec toi, j'ai peur de rien, je suis plus bonne à rien si je t'ai pas sous la main. Boulimie de chocolat devant tes médias, tu fais écran à tous mes tracas. Je sais où aller, je sais quand partir, quoi écouter, regarder, quoi lire. Mais aujourd'hui, je prends la décision ultime. Je me rends aux algorithmes anonymes. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre,
un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.